Édition d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Nous ouvrons ce journal avec ce cas social. Un homme d'une quarantaine d'années a été abandonné au quartier La Campagne, au milieu de la chaussée, dans un état de santé critique. Une situation qui inquiète les habitants de cette zone de la capitale. Le constat avec Nina Sandrine Moutinga sur les images de Jerry Moromuna. Les habitants du quartier La Campagne, situé dans le 2e arrondissement de Libreville, ont remarqué la présence d'un ressortissant tchadien au milieu de la chaussée, dans un état très inquiétant. Depuis 4 jours durant, ne pouvant pas s'exprimer audiblement, on n'a aucune information sur lui, quant à sa provenance et ce qui lui serait arrivé. Déjà 4 jours de cela, on va dire même presque une semaine, il y a une personne, cette personne-là est là, est allée là. Non, il ne vit pas dans le quartier, il revient d'ailleurs parce que les gens étaient surpris de le voir là un matin comme ça, à la stupéfaction de tout le monde. On se demande d'où il vient, mais bon. On ne cherche pas à savoir, la première, on ne doit pas d'abord chercher à savoir d'où vient cette personne et qui est cette personne. C'est d'abord un être humain avant tout. Nous sommes tous des humains. Face à cette situation, quelques habitants ont entrepris des démarches qui cependant sont restées sans suite. Et nous avons entrepris plusieurs mesures. Déjà, d'abord informer les instances de la place qui sont là, plus précisément la police. Et la police nous fait comprendre qu'elle ne peut pas s'occuper de ce genre de cas. Et il y a quelqu'un qui s'est déplacé pour aller chez les pompiers. Et les pompiers ont dit également qu'ils ne peuvent pas s'occuper. Moi, personnellement, ce matin, j'ai encore appelé au téléphone. Ce 10e cas enregistré à La Campagne relance sur la place publique la problématique des personnes qui auraient été abandonnées par les leurs. Toute chose qui remet en cause les notions d'amour et de solidarité qui, autrefois, faisaient la fierté de nos sociétés africaines. Que les services en charge de ce genre de cas puissent se déployer pour venir en aide à cet être humain, bien qu'étranger, a droit aussi à la vie. Sur un tout autre plan, certaines commerçantes au quartier IEI ont transformé le canal en poubelle, ignorant ainsi les risques qu'elles courent en exerçant leurs activités dans l'insalubrité. Le point avec Arnaud Bassivabita. Constat désolant au quartier IAI, non loin de l'échangeur. Ici, les commerçantes ont transformé le canal en poubelle. Ces dernières exercent leurs activités sans tenir compte des règles d'hygiène. C'est une question de culture, il faut commencer à donner une culture d'hygiène à ces commerçants-là. Mais à partir du moment où nous ne faisons pas fi nous-mêmes de cette hygiène, là c'est bouché. Qu'est-ce que les populations font? Qu'est-ce que les commerçants font? Ils pensent qu'en balançant systématiquement, ça devient des poubelles. Or l'État, sinon la mairie ou les pouvoirs publics devaient s'atteler à débarrasser, à décanaliser. À partir du moment où les pouvoirs publics décanalisent, rendent ce niveau de canaux propres, en ce moment, il devait même installer un niveau de répression, qu'à partir de celui qui jette la saleté ou bien qui jette un morceau de fer sur la route, mais nous sévissons. Mais sur quelle base le gouvernement ou bien sinon l'État chargé de la propriété des structures devrait sévir? Je dis c'est quand même déplorable. Nous avons connu récemment, à cause des canaux bouchés, mort d'hommes dans les belles peintures. Parce qu'il y a eu une remontée d'eau pendant la saison, mais il y a eu une mort d'homme, on n'en parle pas. Si la santé qui revient de Zangue, le rivière de Zangue, l'eau par ici, regardez par exemple, le pont là, sur le pont là, soit disant l'échangeur, le pont là, béton là. Regardez un peu le bas, comment ça se trouve. Donc quand il y a inondation, tout est coincé, c'est pas les commerçants, nous les pauvres commerçants, c'est pas nous. Pourtant, il y a des bacs à ordures à proximité. L'on se demande à quoi est due cette attitude. Pourquoi l'hôtel de ville de Libreville n'instaure-t-elle pas la politique de sanctions pour freiner ce genre de comportement qui n'honore pas notre cité? Lorsque nous voyons le niveau de salubrité, alors qu'à côté nous vendons les denrées alimentaires consommables, c'est quand même déplorable pour un pays comme le Gabon. Et à quel siècle? Moi je dis c'est tout simplement un problème de volonté du gouvernement à s'atteler dessus. Nous voyons bien la mairie faire des prélèvements de 1000 francs ici, 1000 francs à gauche, à droite. Mais l'objectif c'est pas tellement ça. L'objectif aussi du ministère de la mairie c'est de pouvoir déployer un certain service à débarrasser les poubelles à proximité de la vente des denrées alimentaires. Il revient à l'institution de tutelle de régler l'équation en instaurant la politique de sanctions afin de rendre la capitale gabonaise plus propre et attrayante.
Dans la volonté de notre rédaction de vous faire découvrir les quartiers de Libreville et ses localités environnantes, nous vous proposons aujourd'hui de découvrir Bambouchine, bourgade du district d'Ikoitini aux conditions sociales naguère enviables. Reportage Arnaud Babokung et Fleury Asiondo, images. Situé à quelques encablures de Libreville, Bambouchine fait partie intégrante du district du Koitini dans le département du Komomonda. Aloïse Mokumbi, chef de quartier, fait l'historique du nom Bambouchine de cette nouvelle appellation. C'est un nom de Bambouchine là. On a donné ça comme ça. C'est bioque avec Obamito qui avait donné le nom de Bambouchine. Mais avant ici, on n'appelait pas Bambouchine. C'est Siban. C'est Siban. C'est Siban. Ici. Mais comme il y avait beaucoup les gens, les pêcheurs, c'était là beaucoup. Béninois et tout. C'est pourquoi on donne ça Bambouchine. Mais sinon, c'est pas son nom. À l'exemple d'autres localités du pays, Bambouchine présente l'aspect d'un village en ruine, une cité perdue. On se croirait dans une localité située à plus de 800 km de Libreville. Or, il n'en est pas ainsi. Sur le plan infrastructurel, il n'y a pas de dispensaire, encore moins une clinique ou un hôpital. Lorsque survient un cas d'urgence, le transfert du malade vers Libreville se fait avec des moyens hautement rudimentaires, voire de l'antiquité. Lui-même, sa première femme est morte ici. Qu'on a enterré ici pour avoir été, je ne sais pas si c'est le stress ou bien quoi, et c'est comme ça que... Donc vous disiez tout à l'heure, quand quelqu'un tombe malade, vous le mettez dans les brouettes? Dans les brouettes, dans le cas où les clandos là, ils ne viennent plus. Et surtout en saison de pluie, il n'y a pas assez de clandos. Vous-même, vous voyez l'état de route. Et on ne sait même pas vraiment où est parti tout l'argent qu'on a eu à déverser pour faire cette route-là. Et avec ça, on attend seulement quand il y a vraiment la propagande, ils attendent peut-être les élections pour recommencer encore la route. Au moment où l'habitat préoccupe les plus hautes autorités de l'État, à Bambouchine, il y a du pain sur la planche en la matière. Au regard des habitations de fortune qui offrent un spectacle à couper le souffle à tout touriste qui pourrait s'y aventurer. Bambouchine vers le débarcadère est dépourvu de toute commodité d'usage, telle l'eau, l'électricité et boutique. Bref, selon le langage courant, il n'y a presque rien. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant, la route même, il n'y en a pas. On met d'ici là que comme ça. Bon, les gens qui viennent, on terre les gens n'importe comment. Regarde, il y a combien? 2 cadavres qui est là. Ils sont en train de terrer n'importe comment. La mairie ne connaît pas. Il n'y a rien. Nous sommes ici, là, c'est comme ça qui est les hommes de la forêt. On est là, on ne connaît pas ce que nous faisons. Complètement oublié. Loué à la province de l'Estuaire, qui a abrité de manière consécutive 2 éditions de fêtes tournantes. Ici se pose de facto la problématique d'une politique d'aménagement du territoire qui tienne compte de toutes les localités du pays, aussi petites soient-elles. À Libreville, comme dans le reste du monde, plusieurs hommes n'assurent pas le rôle qui est le leur. Ils disparaissent les fins de mois et ne contribuent pas aux dépenses de leurs foyers respectifs. Les détails dans ce reportage de Vanessa Kanga et Jerry Morumuna. Il est courant de voir dans plusieurs foyers à Libreville des situations dévalorisantes, parmi lesquelles celle d'un homme qui se fait entretenir par une femme. Il ne participe ni aux dépenses des fins de mois, ni aux besoins de sa femme ou concubine et de ses enfants. Une fois touché son salaire, celui-ci le dépense pour d'autres axes prioritaires selon lui. Bien que cette situation soit assez honteuse, certains l'approuvent. J'ai envie de faire ça, pour m'entretenir par les femmes. Pourtant, il y a ceux-là qui ne l'approuvent pas. C'est un homme qui n'est pas sérieux. Parce que c'est un homme qui ne donne pas l'argent à sa femme. C'est un homme qui n'est pas sérieux.
C'est comme ça. Ce type d'homme est familièrement qualifié de gigolo, au contact duquel toutes les femmes doivent faire attention, car un tel comportement serait à l'origine d'un déséquilibre dans le foyer. Vous savez, quand vous avez un foyer, vous verrez que le plus souvent on dit « Oh, les femmes vont dehors ». Effectivement, les femmes vont dehors parce que leur mari ne leur entretiennent pas à un certain niveau. Il faut bien garder votre femme pour éviter qu'elle ne parte dehors. L'homme, en tant que responsable de famille, a la lourde charge de la protéger et de veiller au bien-être de celle-ci. À ce titre, il doit prendre en main, si ce n'est totalement, l'organisation et la planification familiale. Les agents administratifs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique poursuivent leur mouvement de grève entamé le 2 juillet dernier. Ils se sont réunis hier au foyer Avaro de l'université Omar Bongo pour un bilan. Le compte-rendu avec Boris Ankira Antiteri sur les images de Fleury Asiondo. Les agents grévistes de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique se sont regroupés en réunion de concertation au foyer Avaro de l'université Omar Bongo pour faire le bilan à mi-parcours de la grève. Au sortir de cette concertation, il en ressort qu'aucune solution n'a encore été trouvée à leurs revendications d'ordre administratif, financier et social. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de mettre en place un rapport général qui sera soumis au ministre dans les jours qui arrivent. Et nous y serons, nous ferons l'exposé de ces mesures. Et il y aura des mesures d'urgence d'ici fin septembre. Et les mesures à moyen terme vers novembre. Et les mesures à court terme fin novembre. Et à moyen terme fin janvier. De quoi s'agit-il? Il s'agit de toutes les revendications qui ont été posées publiquement devant les médias. Et ces mesures seront soumises définitivement au gouvernement sur recommandation. Le gouvernement prendra les mesures qui sont les siennes pour décanter la situation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Malgré la réticence de quelques autorités, le processus de négociation laisse présager une lueur d'espoir pour les grévistes. Je peux vous rassurer que nous avons eu une oreille qui nous a été très favorable en ce qui concerne la personne du directeur général de l'enseignement supérieur et de certains responsables des grandes écoles et des universités. Et nous avons aussi eu des situations où nous avons eu des chefs d'établissement qui ont été réfractaires à nous déposer des éléments qui nous permettraient d'analyser mieux la situation. Donc voici aujourd'hui la situation qui concerne les négociations entre la tutelle et le collectif que nous représentons. Les administrateurs de l'enseignement supérieur et de la recherche ne semblent pas être prêts à lâcher du lest en dépit de la tension manifestée par certains dirigeants à leur égard. La grève n'est pas pour le moment levée parce que nous n'avons pas de mesures concrètes. Aujourd'hui, nous sommes sur la table de négociations. Le gouvernement n'a pas encore pris de mesures concrètes à notre égard. Vous comprendrez que nous ne pouvons pas lever la grève. Une fois que le gouvernement se prononcera sur les différentes mesures et la mise en application, nous lèverons certainement le mouvement de grève. Nous allons suspendre le mouvement de grève et laisser le chronogramme qui a été mis en place jusqu'en fin janvier 2013 et à partir de là, nous nous positionnerons devant les médias pour donner la conduite à tenir en ce qui concerne les jours à venir. Cette crise de l'administration universitaire n'est pas prête de s'achever. Il est plus qu'important pour l'intérêt de tous que toutes les parties puissent s'asseoir pour trouver un terrain d'entente pour des solutions idoines et pérennes. Nous l'annoncions en titre, l'Alliance pour le renouveau syndical au Gabon a organisé un point de presse cet après-midi à leur siège afin de présenter au public les missions qui sont les leurs. Suivons ce reportage sur les images de Fleury Asiondo. L'Alliance pour le renouveau syndical au Gabon, ARESGA, est un regroupement de plusieurs organisations syndicales qui viennent de voir le jour. Le président de cette nouvelle structure syndicale a décliné à la presse nationale et internationale les missions qui sont les siennes. Cette tribune s'attellera à réfléchir et à proposer des solutions sur les problèmes qui minent le monde des travailleurs et des citoyens gabonais. Ainsi, l'ARESGA reste donc ouverte à tous les travailleurs sans exclusive pour défendre les intérêts du grand nombre. À cet effet, cette alliance, qui n'est pas une confédération ou une intersyndicale, mais un regroupement des organisations syndicales pour des actions concertées et animées d'un seul objectif,
celui de revendiquer, mais surtout de proposer les solutions aux problèmes sociaux, selon les domaines de compétences et selon les secteurs d'activité. Occasion pour les représentants de cette structure de jeter un regard sur les maux qui minent notre pays. S'agissant de la régulation des situations administratives et financières des agents de l'État, par exemple, la RESGA estime qu'il y a des efforts qui sont consentis par le gouvernement. Cependant, la ventilation et la régulation doivent aboutir à l'effet sol qui sanctionne une amélioration du salaire, de l'indice et de la situation attendue par l'agent. Il en est de même pour les rappels dont la vision rappel zéro prônée par les différents gouvernements ne devrait pas être un simple slogan. Face à ces problèmes, la RESGA pense que ni la violence, ni la revendication stérile, ni la répression, ni les simples alertes ne sauraient remédier à la situation. Car, en l'état, nous pensons à un forum économique et social, à l'initiative du gouvernement qui a la responsabilité d'apporter le bien-être aux Gabonais en général et en particulier aux travailleurs, qui sont les acteurs principaux des ressources vitales de notre pays. Le syndicalisme n'étant pas uniquement un instrument de revendication, la RESGA se propose d'orienter sa vision vers le développement. Cap à présent à Port-Gentil dans la province de Logoué-Maritime pour parler des travaux de la session ordinaire du conseil départemental de Benje. Cette session a eu pour objectif d'examiner et d'adopter le compte administration de l'année 2010. Estranel Ovono, Média Plus. Examiner et adopter le compte administratif de l'année 2010, c'est l'objectif qui a porté sur la reprise de la session ordinaire qu'a organisé le conseil départemental de Benje à la salle de conférence de la dite institution. Cette reprise des travaux, qui voit la participation des différents conseillers, est présidée par Georges Mouketou. Dans son allocution circonstancielle, le président du conseil départemental de Benje soulignera ce qui suit. Distingués conseils départementaux, distingués invités en vos qualités respectives. Mesdames et messieurs, nous aborderons les travaux qui nous réunissent ce jour avec objectivité, célérité et en toute convivialité. Après examination de l'ordre du jour qui a été validé par un vote séance tenante, le secrétaire général du conseil départemental de Benje fera la lecture du procès verbal. Le secrétaire général du conseil départemental de Benje a procédé à l'appel nominatif des conseillers. Celui-ci a donné le résultat suivant: 25 présents sur 27 conseillers départementaux. Le quorum étant atteint, la présente session pouvait dès lors se tenir. La parole est alors revenue au président du conseil pour faire lecture de son exposé de motifs. Souligner qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter au regard des démarches entreprises auprès de la tutelle administrative et financière en vue de la régularisation de cette situation. En outre, il a mentionné que le présent budget était un budget d'austérité, ce qui aura pour conséquence la diminution du train de vie de la collectivité. Et tout en réitérant son engagement à gérer le conseil en toute transparence, il a rassuré les conseillers de la tenue en juin prochain des sessions des comptes administratifs des années 2009 et 2010. Sessions qui devaient se tenir successivement. Enfin, il a dit vouloir organiser une réunion du bureau élargie à certains conseillers afin de faire à l'Assemblée du Conseil une proposition d'attribution des parcelles du site Ntchengue au personnel de l'institution. C'est sur ce que les conseillers examineront avant adoption, sous le respect de l'ordre du jour, les questions relatives au compte administratif 2010.
Dans son communiqué du vendredi 13 juillet dernier, le Conseil national de la communication a interdit la diffusion dans les médias publics et privés toute publicité des produits issus de la pharmacopée. Mais paradoxalement, sur le terrain, cette dernière prend des proportions importantes. Les détails dans ce reportage de Arnaud Mabekong sur les images de Fleury Asseondo. Dans un communiqué rendu public le vendredi 13 juillet 2012, le Conseil national de la communication, au terme de sa séance plénière, tenue ce jour-là, a publié les décisions de la dite séance. Parmi les décisions, on a celle relative à l'interdiction de toute publicité dans les médias privés et publics des médicaments issus de la pharmacopée, ne disposant pas des autorisations légales. Une décision pleine de sens du point de vue de la morale, de l'éthique, voire légale, car s'inscrivant dans ses missions régaliennes en tant qu'institution étatique. Une décision, disons-le, qui renforce l'autorité de l'État et son souci premier qui vise à sécuriser ses populations, notamment au plan social et sanitaire. Cette décision a-t-elle la plénitude des attentes? Nous en sommes moins sûrs, au regard même de l'éclosion de la pharmacopée dans notre pays. En effet, depuis plus d'une décennie, il se développe à côté des soins de santé publics tels hôpitaux, cliniques, centres de santé, etc., deux types de médecine. D'abord celle traditionnelle, qui regroupe les naturopathes et les tradipraticiens, ensuite une autre forme beaucoup plus dangereuse, celle des cliniques privées. Dans ces deux grands groupes, nous invitons les autorités publiques à avoir un regard perçant, car on comprend difficilement qu'au moment où les publicités des produits pharmacopées à cause de leur dosage non quantifié et ne tenant compte d'aucune norme scientifique vérifiable font l'objet d'une sanction, il en va aussi de l'illégalité de leurs auteurs. Mais dans certaines revues et journaux, des supposés guérisseurs présentent aux populations une brochette de médicaments issus de la pharmacopée soignant plus d'une dizaine de maladies. Pour preuve, il suffit de parcourir Zoom Hebdo à la page réservée à la thérapeutique pour s'en rendre compte de ce grossier dérapage, aux conséquences incalculables. Car il est insoutenable de lire par exemple « Vous voulez devenir ou redevenir un mâle très bon » avec ou sans modification des dimensions, longueur et diamètre, offrez-vous un produit 100% naturel de notre forêt. D'autres vont plus loin jusqu'à proposer des breuvages qui, en une seule prise, certaines maladies sexuellement transmissibles sont vaincues. La médecine moderne, malgré son potentiel humain et matériel acquis pour la cause, n'arrive pas à éradiquer. Drôle de situation. Alors, sur la base de la protection de la santé de ses citoyens, que les autorités publiques enquêtent sur ces supposés professeurs, docteurs et puissants médiums qui, on ne peut plus clair, sont un véritable danger sanitaire. Dans les temps anciens, il était établi le respect de l'amour du prochain. Or, à présent, règnent les discordes, l'injustice, la jalousie, les guerres et bien d'autres mots. Suivant ce reportage de Estranel Ofono sur les images de Raïs Bonga. Dans les temps anciens, était établi le respect et l'amour du prochain. L'éducation donnée par les parents aux jeunes était pleine de bénédictions et de prospérité. Même en polygamie, on pouvait voir les époux fidèles à leur conjointe et qu'en dehors du foyer familial, il n'y était pas rare de tisser d'autres relations. Les femmes étaient soumises et obéissantes, même si certaines avaient quelques pensées obscures, cela restait dans l'abîme de leur cœur. Obéissant à la culture, les jeunes comme les anciens ne pouvaient pas accomplir certaines pratiques ou encore dire certaines choses par crainte d'être punis par les esprits. D'autres, en plus de cela, voulaient à tout prix garder leur honneur, ce qui faisait leur fierté. Et tout ceci concourait au bien-être des populations d'où elles vivaient en harmonie. Les problèmes d'argent ne préoccupaient en rien les couples car ils vivaient de leur culture, chasse et cueillette. Or, à présent, règne injustice, discorde, jalousie, guerre, la liste est longue, simplement parce que l'on court vers la richesse et les femmes. Le rêve des générations présentes est d'être plein aux as, beau ou belle, être à la mode. La perte des valeurs culturelles, de la fierté et du sens de l'honneur fait en sorte que les jeunes s'adonnent aux pratiques malsaines, à l'exemple de l'homosexualité, appartenance ésotérique. Cependant, le monde étant en perpétuel changement, il est nécessaire pour les uns de trier les bonnes et convenables habitudes tout en valorisant notre patrimoine culturel.
Premier président noir dans une Afrique du Sud post-apartheid, Nelson Mandela, l'icône africain, fête aujourd'hui ses 94 ans. Sur les traces de Nelson Mandela dans ce récit de Arnaud Mbabekoum. Père d'une multitude d'enfants et d'arrière-petits-fils, Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918 en Vezo, un petit village au bord de la rivière Mbashi, dans le district d'Umtata, la capitale du Transkei, située à 1200 km à l'est du Cap de Bonne-Espérance et à 900 km au nord de Johannesburg, en Afrique du Sud. Une naissance marquée par la fin de la Première Guerre mondiale. Nelson Mandela fête aujourd'hui ses 94 ans. Issu des parents de groupes ethniques différents, né du père Gadla Henry Akanyisoua de la tribu Nguni dont dérivent les Zoulous et de la mère Nozeki Fanny, troisième épouse de son père, elle appartient au clan Umpevu des Sosa. Nelson Mandela naquit dans un contexte social difficile où l'Afrique du Sud vivait les prémices de ce qui allait devenir plus tard l'apartheid. Il est difficile d'indiquer exactement le moment où Mandela est devenu politisé. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a connu d'instant exceptionnel, pas de révélation, pas de moment de vérité, mais l'accumulation régulière de milliers d'affronts, de milliers d'humiliations, de milliers d'instants oubliés a créé en lui une colère, un esprit de révolte, le désir de combattre le système qui emprisonnait son peuple. Une prise de position qui lui a valu 27 années de détention. En 1974, alors qu'il était au pénitencier de Robben Island, Nelson Mandela rédige clandestinement des souvenirs. C'est ce texte sorti en fraude qu'il retrouvera lors de sa libération en 1990 et qu'il reprendra pour en faire un long chemin vers la liberté. Un petit livre qui raconte comment le campagnard né en 1918 au Transkei va ouvrir le premier cabinet d'avocats noirs d'Afrique du Sud et devient un des principaux responsables de l'ANC. Ce récit mêle des souvenirs personnels, voire intimes, aux analyses de la situation en Afrique du Sud et aux descriptions des luttes et des combats contre la domination blanche et l'apartheid. L'enfance et les rites d'initiation, la fuite à Johannesburg, le travail dans les mines et les études de droit, le premier mariage et le divorce, puis le second mariage avec Winnie, la découverte du nationalisme africain, les campagnes de défi, la clandestinité, la lutte armée et la prison. Commencent alors les longues années de travail forcé, 13 ans dans une carrière de show, d'attente, mais aussi d'espoir et de lutte. Dans les années 80, le régime d'apartheid bousculé à l'intérieur par la résistance noire, étranglé par les sanctions économiques, n'aura d'autre issue que la négociation. Nelson Mandela, qui est devenu un mythe, sera l'homme clé pour sortir son pays de l'impasse, où l'on enfermait 40 années d'apartheid. Un long chemin vers la liberté est le récit d'une vie exceptionnelle, entièrement consacrée à l'affirmation de la dignité de l'homme. C'est aussi un document exceptionnel sur un des bouleversements majeurs de cette fin du XXe siècle. Le centre de formation Talents d'Afrique vient de boucler sa saison sportive 2011-2012 au stade Saint-Jean de l'ancienne gare routière de Libreville. Cela au terme d'une remise des attestations aux pensionnaires. Suivant ce reportage de Ephraim Biyogo Edzo. Le centre de formation Talents d'Afrique a clos ses activités ce 18 juillet 2012, ce pour le compte de la saison sportive 2011-2012. Lieu de la manifestation, le stade du séminaire Saint-Jean de l'ancienne gare routière, où avaient pris place dans les travées de cette arène plusieurs parents. Au menu, rencontre de gala à laquelle prenaient part les pupilles et les benjamins, tous issus du centre de formation Talents d'Afrique. Afin de joindre l'utile à l'agréable, le président fondateur de cette structure a procédé à la remise des présents aux meilleurs athlètes des mois de mars, avril et mai 2012, peu avant de féliciter Séraphin Ngonangwe et Zendon, respectivement meilleurs buteurs de la saison avec 19 buts et meilleur joueur de l'année. L'entraînement, pendant toute la saison, je n'ai pas déconné et je me suis saisi des occasions qu'on m'a données. Je veux m'améliorer la saison prochaine, faire mieux. Pour arriver à cela, il fallait beaucoup de travail, beaucoup de temps pour travailler. Quel est votre secret? Mon secret, c'est le travail, tout simplement. Le travail, toujours le travail. Stéphane Simasimost, responsable de la structure, énumère ici
les différents modules appris tout au long de l'année. On termine à la deuxième place du championnat de la Ligue L'Estuaire. Notamment, on a perdu en finale au tir au but. Mais je vais quand même retenir l'exploit de mes jeunes pensionnaires de la catégorie minime qui ont pu faire 24 journées autant pour moi, à savoir 21 matchs gagnés, 2 nuls et 1 défaite. C'était un groupe minime qui existe depuis près de 4 ans. Mais seulement, ça fait 2 ans que j'ai officialisé. J'étais déjà dans un club de la place depuis près de 10 ans. Et ce club fait des merveilles en championnat première division. Je ne vais pas citer ici le nom, vous saurez quel est le club qui aligne le plus grand nombre de jeunes en première. Donc c'est là le travail que j'ai pu faire durant près de 10 ans. Et depuis 2 ans, je me suis lancé dans ma propre structure que j'ai officialisée. Et ces jeunes-là, j'ai fait un travail de base qui était d'abord la détection. Et aujourd'hui, maintenant, depuis près de 2 ans, on travaille sur tout ce qui est comme élément basique au niveau de la formation des jeunes. La séance de prise de photos et remise d'un don de matériel composé de plusieurs ballons aux responsables du centre a clos cette cérémonie. Que pensez-vous de la proposition faite par les opposants de la tenue d'une deuxième conférence nationale au Gabon? C'est votre rubrique Expression libre au micro de Afi et Yansessou sur les images de James Mickey ICC. Moi, je crois que c'est une bonne chose pour l'opposition, mais la chose la plus... C'est nos amis d'en face, la majorité s'entendent. Qu'on essaie d'harmoniser, qu'on essaie de voir... On essaie de voir le problème auquel nous subissons aujourd'hui, c'est-à-dire que la question électorale au Gabon, les élections sont mal organisées et tout ça. Donc il faut que la majorité aussi comprenne cela. On essaie de harmoniser, que l'opposition s'assied, que la majorité s'assied, qu'on s'entend. Je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire. Pourquoi? Après tout simplement parce que ce serait une élève au commencement. La politique est bloquée en ce moment. C'est pas tout le monde souvent l'opposition qui est bloquée. Parfois la politique est bloquée, mais on n'avance pas. Une évolution dans le temps, une évolution dans les mœurs, une évolution dans ce qui a l'objet de ce qu'il y a à faire. J'ai été voir le truc pour demander ce que le truc pouvait d'abord. Si c'est des petites cuisines entre politiques là, ça sert à rien. On a l'impression que c'est le problème entre les politiques et les populations qui doivent gérer. Il faut déjà parler aux populations. Donc moi je ne sais pas, ça c'est tout simplement une messe à laquelle ils vont tout simplement s'asseoir pour se partager le gâteau entre eux. Pas possible. Donc qu'ils aillent d'abord vers le peuple qui aujourd'hui a des problèmes. On a du mal à manger, on a du mal à se loger, on a tous ces mots-là. On nous les résolve d'abord avant de dire qu'on s'asseye. Voilà, pour moi c'est une meilleure conférence nationale. Pas une conférence nationale pour dire qui a gagné les élections, qui les a perdues. Ça s'est dépassé. Je pense que c'est déjà mieux d'aller déjà vers les populations pour nous demander de quoi avez-vous besoin. Là, on va avoir une bonne conversation. C'est sur cette note d'expression libre que prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur TVS, la télévision qui voit toujours.